Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, heureux de vous retrouver, Bouddha, voilà un an. Voilà à peu près où nous sommes ballottés, nous sommes sur une mer d'incertitude, alors nous agissons, nous réagissons, parfois avec optimisme, bien sûr, admettons-le aussi, parfois avec un peu de grisaille au cœur, on y va, mais c'est avec de la résignation. Et ce chemin inconfortable a-t-il des conséquences sur nous-mêmes, sur notre physiologie? C'est une question. Regardez, on peut prendre une première hypothèse, la voici. Nous vivons, admettez-le, de plus en plus enfermés. On a eu le premier confinement, le deuxième confinement déjà un peu moindre. Voici que nous sommes repartis pour un confinement, comment dire, un petit peu plus ondulant. Oui, c'est vrai, mais la vitamine D, elle n'attend pas le confinement. La vitamine D, nous ne pouvons l'absorber qu'une fois à l'extérieur. La question devient, ne serions-nous pas le siège d'un déséquilibre en vitamine D? C'est une question. Autre possibilité, regardez, avec tout ce qui nous arrive, parfois nous sommes stressés, admettez-le. Oui, mais si nous sommes stressés, nous consommons un peu plus de magnésium par rapport à l'habitude. La question devient, y aurait-il chez l'un ou l'autre d'entre nous un déséquilibre en magnésium? Eh bien, voilà, si vous le voulez, les questions que nous allons nous poser. C'est une année mouvementée que nous vivons et elle n'est pas finie. Des déséquilibres peuvent apparaître dans nos micronutriments. Et ce soir, l'invité de Bigouda, c'est précisément un spécialiste des micronutriments, Ludovic Rondini. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir et content de vous voir et de te voir également. Voilà, parce que on a eu quelques sueurs froides et j'ai consommé un peu de magnésium en temps. Ben voilà. Moi aussi, vraisemblablement. Votre spécialité, Ludovic, ce sont précisément les micronutriments. Qu'est-ce qu'un micronutriment? Expliquez-nous. Un micronutriment, c'est un composant qui est présent dans notre alimentation, mais qui n'est pas responsable de la partie énergétique. Souvent, quand on regarde une analyse nutritionnelle, on regarde les glucides, les lipides, les protéines, c'est-à-dire la partie énergétique. En réalité, la micronutrition s'intéresse à toutes les autres petites molécules qui sont présentes dans notre alimentation et qui sont fondamentales au bon fonctionnement de notre organisme. Donc, je peux citer quelques exemples, les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les antioxydants, et puis on peut également considérer tous les phytonutriments, c'est-à-dire toutes les molécules qu'on va trouver dans les plantes, le thé, le curcuma, toutes ces plantes que vous consommez dans l'alimentation, mais également dans des compléments alimentaires qui contiennent et qui sont riches en micronutriments et en phytonutriments précisément. Pourquoi, Ludovic, un jour vous êtes-vous penché sur les micronutriments? Pourquoi cette passion? En fait, on peut prendre une analogie. Moi, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé tout petit dans la marmite parce que j'ai eu la chance de faire mon doctorat sur des micronutriments et c'est sur des phytonutriments justement. Et puis j'ai eu la chance également d'avoir un premier poste quand j'étais salarié, en lien avec les micronutriments, la micronutrition et le développement de produits de santé naturelle. Et alors après, effectivement, j'avais une attirance initiale et la passion est venue au fur et à mesure. J'ai encore une dernière question, juste pour comprendre. Micronutriments, merci beaucoup. Votre passion, merci beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que la micronutrition? Parce que moi, je ne me suis jamais nourri de vitamine C ou de vitamine D, si vous voulez. J'en ai ajouté parfois, mais qu'est-ce que la micronutrition? Vous avez bien raison de ne pas vous nourrir de micronutriments parce qu'en réalité, il faut s'alimenter avec du plaisir, de l'équilibre. D'ailleurs, un des fondements de la micronutrition, c'est l'alimentation qui doit être équilibrée. Alors souvent, on prend l'alimentation méditerranéenne comme référence et je vous dirai un petit mot en conclusion de l'alimentation anti-inflammatoire. À côté de ça, on peut considérer et en fait de plus en plus d'études et dans la pratique aussi des micronutritionnistes le montrent, ces carences ou ces insuffisances en micronutriments peuvent engendrer
des déséquilibres physiologiques qui produisent un certain nombre de troubles fonctionnels. Donc, ils peuvent être digestifs, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être de la fatigue, etc., etc. Et ça, on a pu constater avec beaucoup d'efficacité que des micronutriments pouvaient résoudre ces petits maux du quotidien. Merci beaucoup. Commençons, si vous le voulez bien, maintenant le vif du sujet. Première grande question. Avec tout ce que nous avons vécu depuis un an, avec les incertitudes qui ont été devant nous, avec aussi la capacité qu'on nous a demandé, en tous les cas nous l'avons exercée, de nous adapter. Quel est l'état de santé mentale des Français? Comment voyez-vous ce phénomène-là? Alors, l'état de santé des Français est effectivement pas très bon. J'ai d'ailleurs des données en fait à vous communiquer. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Normalement, vous devriez le voir apparaître. Alors, oui, je suis pas du tout sur la bonne diapo. Ça, ce sont les aléas du direct. Effectivement, je vais remonter à contre-courant. Bien sûr. Voilà, mais je vais quand même vous expliquer que on a eu un certain nombre, vous voyez la trame à l'envers de ma diapo, enfin de mon diaporama. En fait, on a eu effectivement un certain nombre d'annonces. Alors, je fais pas du tout de politique, mais très clairement, nous sommes dans un contexte et un climat anxiogène. Si on écoute le président Emmanuel Macron il y a un an, il avait un vocabulaire très martial. Nous sommes en guerre, mobilisation générale, ennemi invisible. Ça, c'était en mars 2020. En novembre 2020, j'ai gardé volontairement cette allocution d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Donc, en novembre 2020, nous voulons éviter une troisième vague qui serait une vague de la santé mentale pour les jeunes et les moins jeunes. Et en fait, on se rend bien compte. Et donc, je peux vous présenter un certain nombre de données, un Coviprev qui est justement là pour monitorer la santé des Français pendant cette pandémie. Et on a des chiffres qui sont relativement alarmants. État anxieux, plus 23% des Français en mars 2021. Il n'était que 13,5% en 2017, donc c'est 10 points de plus. État dépressif, on passe de 20% contre 10% en 2010, donc en 2017, pardon. Donc là aussi, on prend 10 points de plus. Les troubles du sommeil, les données, je les trouve un peu élevées parce que l'INSERM me donne des chiffres un peu moins important, en tout cas sur 2017, mais en tout cas la tendance va crescendo avec une augmentation des troubles du sommeil. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne l'épidémiologie des données froides, brutes, dont je vais me dégager assez rapidement parce que parfois on a une surinformation en termes de chiffres, mais ces chiffres et ces données ne laissent pas de place au doute quant à l'état de santé mentale des Français. Et puis, un autre problème, c'est tout ce qui est en compensatoire. Quand on est mal dans sa peau, on va avoir un certain nombre de pratiques qui vont engendrer des déséquilibres, des troubles et qui vont amplifier ces phénomènes. Donc les phénomènes compensatoires, 27% des fumeurs ont augmenté leur consommation de tabac, 11% des personnes ont augmenté leur consommation d'alcool, 27% ont pris du poids et 22% déclarent grignoter davantage. Donc vous voyez que on sent, c'est des signes qui ne trompent pas, il y a un mal-être et ce mal-être est compensé par des petits plaisirs quotidiens, avec des conséquences évidemment néfastes sur la santé. Et puis, je terminerai par la prise de médicaments. 5% de nouveaux consommateurs d'anxiolytiques sur 2020. Alors, 5% de nouveaux consommateurs, ça fait 1,1 million de boîtes d'anxiolytiques vendues en plus de ce qui est vendu habituellement. On est aux alentours de 45 millions. Bon, là, on a 1,1 million de boîtes en plus et 20% d'augmentation sur la consommation d'antidépresseurs. Donc, vous voyez que derrière ces données, on a vraiment un monitoring assez fin du mal-être des Français. D'ailleurs, juste un petit commentaire complémentaire, le professeur Lejoyeux, qui est psychiatre, parle véritablement d'un stress post-traumatique. Alors, à savoir si en fait on est post-traumatique ou on est encore dans le traumatisme, ça c'est un débat. Mais
Comme vous le précisiez en introduction, le plus difficile pour le cerveau humain et pour l'être humain, c'est l'adaptation. C'est lié au changement de vie, donc le couvre-feu, le confinement, le port du masque, et surtout la diminution des interactions sociales, parce que avant tout, l'être humain reste un animal social, avec derrière, des conséquences psychologiques, une augmentation du stress post-traumatique, ça se traduit par des cauchemars, de la dépression, des addictions, et puis notamment des populations qui sont plus à risque, donc des personnes qui ont déjà subi plus ou moins récemment un choc traumatique, des personnes qui sont en première ligne, on ne le dit pas assez, mais les soignants sont de plus en plus épuisés, et dans les médecins que je peux côtoyer très régulièrement, ils sont, et pharmaciens du reste, ils sont vraiment pour la plupart pas au bout du rouleau, mais en tout cas ils sentent bien qu'ils sont en surmenage et parfois pire. Et puis enfin il y a ces mesures engendrent également des traumatismes, notamment chez les personnes les familles qui connaissent un deuil, avec parfois une incapacité de faire le deuil, et on sait que ça provoque là encore un certain nombre de déséquilibres. Donc vous voyez qu'on a vraiment une santé mentale qui se dégrade très fortement, et tous les indicateurs le montrent. Et c'est vraiment la question qu'il faut poser maintenant, c'est très bien comment renforcer son immunité, puisque de toute façon nous avons à la fois le virus qui rôde et ses variants, mais nous avons également les autres maladies, elles n'ont pas disparu, notamment la grippe, etc. Donc tout cela nous l'avons aussi. Et puis justement le rapport vitamine D, système immunitaire. Oui. Alors en réalité, et pour faire la transition, je ne vais absolument pas critiquer tout ce qui est mis en place en termes de mesures barrières, etc., etc. D'ailleurs, moi, je suis pas là pour faire de la politique ou juger l'action du gouvernement. Je suis là pour essayer de donner des pistes de solutions naturelles. Mais par rapport à cette situation traumatisante, actuellement, les consignes, c'est voyez un minimum de personnes, restez chez vous, protégez-vous, et donc tout cela, on a tendance à se replier sur soi et à subir en fait la situation. Et au-delà du renforcement de l'immunité, il y a aussi un besoin d'être proactif par rapport à sa santé, c'est-à-dire le fait de prendre des micronutriments, le fait de modifier son rythme de vie, c'est aussi un moyen de reprendre un petit peu le contrôle sur ces privations de liberté en fait que l'on subit par obligation. Donc venons-en sur la vitamine D. Effectivement, elle a fait couler beaucoup d'encre, mais je commencerai par dire que un constat qui est flagrant, on voit bien que indépendamment des virus, des variants, du virus ou du variant, on a bien une variabilité interindividuelle de la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ça veut dire que par rapport à un même virus, prenons un même variant, certaines personnes vont être malades très sévèrement et d'autres, à contrario, vont être complètement asymptomatiques. Et donc, je commencerai par cette citation de Louis Pasteur, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Alors, voyons voir justement un peu cette notion de terrain. Et là encore, je commencerai par regarder un peu ce qui peut se passer. On a eu un des premiers clusters, en fait, en France, à travers le porte-avions, le Charles de Gaulle, 1064 marins, c'est-à-dire 70% de l'effectif a été contaminé, 24 hospitalisations, un seul marin en soins intensifs et aucun mort à déplorer. Alors bien sûr, ce sont des jeunes hommes pour la plupart, en bonne santé, mais on voit bien que il n'y a pas que le critère d'âge, il y a probablement d'autres choses qui peuvent expliquer en fait le fait que en dépit d'une contamination très large, on n'ait eu finalement aucun mort à déclarer. Alors la vitamine D, je vais passer très rapidement dessus, mais elle a été redécouverte cette vitamine D. Au XXe siècle, on pensait qu'elle servait principalement au métabolisme osseux et à fixer ou à faire pénétrer le calcium dans l'organisme. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'elle avait un rôle
immunomodulateur important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un rôle immunomodulateur? Eh bien, ça veut dire que elle va être capable de tantôt freiner, tantôt stimuler le système immunitaire. Et en fait, autour de la vitamine D, les choses sont suffisamment bien faites pour que elle ait un effet régulateur et pas amplificateur des problèmes. On l'utilise évidemment dans d'autres indications, par exemple la prévention des troubles cardiovasculaires, par exemple le métabolisme protéique, la sarcopénie, c'est la fonte musculaire liée à l'âge, voilà, et puis dans d'autres indications, la réplication cellulaire notamment. Je vais vous passer toutes ces innombrables propriétés qui ont été découvertes. Alors, venons-en en fait de manière un peu plus précise sur de la physiologie. Il n'y a pas de consensus actuellement sur ce qu'est une insuffisance, une carence en vitamine D. Donc, on a effectivement une zone dans laquelle, enfin, plus on a de vitamine D et mieux globalement on se porte, avec un taux idéal qui est aux alentours de 75 nanomoles par litre. Bon, peu importe. Ce qui veut dire que, et ce qu'on a montré, c'est que quand on est inférieur à ce taux, eh bien, on a un risque augmenté de développer des formes sévères. Alors d'ailleurs, vous voyez, ici, j'ai une publication qui date déjà du mois d'avril 2020, donc ce sont des données qui sont assez anciennes. Et donc, que dit ce graphique? Eh bien, elle exprime la sévérité de la Covid-19 en fonction, et le nombre de cas sévères, donc voilà, en fonction du taux de vitamine D que l'on a vu précédemment. Et vous voyez que on a un taux, une sévérité qui est inversement proportionnelle au taux de vitamine D. Donc ça, c'est déjà une première piste. Maintenant, il faut toujours faire attention avec ce genre d'études de corrélation, parce que ce n'est pas parce qu'on a une corrélation qu'on a un rapport de cause à effet. Il faut se méfier de ce biais. Souvent, on a des conclusions un peu hâtives par rapport à cela, et donc il faut toujours se méfier. Une corrélation n'est pas la preuve que deux facteurs en fait sont liés. En revanche, on a quand même des données complémentaires sur la vitamine D et la Covid. Regardez ici un certain nombre d'études d'intervention. Intervention, ça veut dire supplémentation. Vous voyez ici, la supplémentation avec de la vitamine D diminue de manière générale le risque d'infection respiratoire. Donc ça, c'est pas simplement la Covid, mais tous les risques. Donc, vous voyez qu'on a quand même 31 000 patients, 40 études qui ont été monitorées. Donc, c'est quand même des énormes méta-analyses, et ça concatène un grand nombre d'études. Et donc, on a un risque relatif qui est diminué. Alors, désolé si vous n'êtes pas familier avec ces termes, je suis peut-être un peu trop technique, mais globalement, plus le nombre est faible et inférieur à 1, plus l'effet est protecteur. Donc, on voit bien que la supplémentation en vitamine D engendre une protection modeste mais significative des infections respiratoires, et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui sont en carence en vitamine D, 25 nanomoles par litre, c'est une carence en vitamine D, et là nous avons un effet qui est très significatif. Donc ça veut dire que remonter le taux de vitamine D a un impact très important sur le risque de maladies infectieuses et de maladies respiratoires notamment. Donc dans ces études, la supplémentation tournait entre 400 et 1200 unités internationales par jour. Et j'insiste sur le par jour, c'est bien une supplémentation quotidienne qui est importante. Ce que l'on appelle les suppléments bolus, quand vous le prenez de manière mensuelle ou trimestrielle, on n'observe pas du tout ces effets, parce qu'en fait, il faut remonter de manière pérenne le taux de vitamine D, ce qui n'est pas possible malheureusement avec des prises de mégadoses ponctuelles. Alors maintenant, si on regarde plus spécifiquement les études cliniques sur vitamine D et formes sévères de la Covid, eh bien, on a quelques données, elles sont pas énormes, et c'est d'ailleurs pour ça que ça engendre des débats un peu passionnés autour de cette supplémentation en vitamine D, mais
on voit bien que dans des groupes supplémentés, sur un petit nombre de patients, 76 patients, 2% d'admission dans le groupe supplémenté contre 50% dans le groupe non supplémenté. J'entends admission dans des services de réanimation. Donc vous voyez qu'on a quand même des différences qui sont importantes, quelques biais dans cette étude à signaler, mais des différences importantes. Et puis dans les hôpitaux de Barcelone, donc toujours en Espagne, 60% des entrées en service de réanimation sont réduites, enfin on a une réduction de 60% après administration de vitamine D à l'admission. Donc là aussi on a des données préliminaires. Par contre, chez des patients qui sont en soins intensifs, plusieurs études ont essayé de donner des très grosses doses pour vraiment remonter le taux de vitamine D et malheureusement là les résultats sont assez négatifs. Donc la conclusion en fait de ces études, certaines très consolidées, d'autres un peu plus préliminaires, eh bien montrent bien que finalement, quand on entretient son taux de vitamine D régulièrement, eh bien, on a un effet protecteur qui est avéré. En revanche, quand on commence à avoir des taux de vitamine D trop faibles, eh bien, malheureusement, une fois qu'on est infecté, le fait de les remonter va avoir un effet modeste, voire éventuellement nul. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut montrer quand on regarde les différents avis et les études de supplémentation, c'est que finalement, il faut probablement donner des doses plus importantes pour remonter les taux de vitamine D chez des personnes qui ont des taux faibles, probablement aux alentours de 2000 à 4000 unités par jour, voilà, chez des adultes ou éventuellement chez des personnes plus âgées. Il y a vraiment débat, donc enfin voilà, ça c'est, je mets un peu de mon conseil si vous voulez dedans, mais j'ai bien conscience que ces chiffres peuvent donner à des débats potentiellement passionnés. En prise quotidienne, j'insiste bien là-dessus, ce sont les prises quotidiennes qui permettent de remonter de manière durable les taux de vitamine D. Privilégier les formes liquides, notamment sur support huileux, ça marche mieux que les comprimés parce que la vitamine D est liposoluble et donc mieux absorbée. 3 à 6 mois de supplémentation, c'est long de remonter la vitamine D. D'ailleurs, certaines études montent même à 12 mois en continu. Et puis enfin, les mégadoses en cas d'infection. Donc si vous avez les premiers signes, malheureusement c'est un peu tard. Vous pouvez toujours le faire, mais il ne faut pas vous attendre à des miracles. Merci beaucoup, c'est complet. Donc on a bien compris que important, vraiment le rôle est vraiment fondamental. Vous avez dit qu'il y en avait plusieurs. La deuxième chose, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la vitamine D, vous avez beau en manger des tonnes, c'est pas ça qui va changer la chose. En revanche, tout est dans la prescription de doses quotidiennes. Voilà, ça c'est vraiment à retenir. Et sur le très long terme, on a bien compris. Plus avez-vous dit, petite adjonction bileuse intéressante, ça c'est pas mal. Merci beaucoup. Vitamine C, si nous allons chez sa voisine, je dirais, que se passe-t-il avec la vitamine C? Elle est tout aussi, comment dire, elle doit être prise également de façon quotidienne et de façon régulière, ou bien peut-elle nous donner des coups de boost, pardon de parler comme cela, des coups d'accélération, d'énergie beaucoup plus forte si jamais on la prenait en dose plus importante un jour? Bon, alors sur la vitamine C, nous avons beaucoup moins de données. Donc la vitamine C, c'est une vitamine qui est bien connue, ses grandes fonctions, stimulation du système immunitaire, c'est relativement bien documenté, je vais vous en dire un petit mot. Ça favorise la synthèse d'acides aminés de neurotransmetteurs, c'est pour ça que dans la fatigue, dans les coups de pompe, dans les problèmes de mémoire et de concentration, on recommande de temps en temps de la vitamine C. Et puis, bien sûr, il y a sa participation à la synthèse du collagène, protéine ô combien importante pour soutenir, maintenir nos tissus. Je suis pas dans le sujet de ce soir, mais c'est pour ça qu'on la trouve effectivement dans un certain nombre de produits à visée ostéo-articulaire ou cutanée. Et puis dans des cosmétiques également. On connaît également son pouvoir antioxydant qui est très fort, voilà, et qui protège notamment du stress oxydatif. Alors là encore, on a un certain nombre de données qui montrent que quand on est déficitaire, eh bien nous pouvons développer une maladie qui s'appelle le scorbut, qui touche d'ailleurs le collagène dont je vous parlais précédemment. Ce qu'on sait également, c'est que on a un taux idéal qui est aux alentours de 50 à 100 micromoles par litre et que sa toxicité finalement est assez faible. On a Linus Pauling qui est
prix Nobel et père fondateur de la médecine orthomoléculaire, a montré qu'on pouvait prendre des mégadoses de vitamine C avec des effets qui sont certes modestes, mais en tout cas un risque de toxicité qui est relativement assez faible parce qu'elle est très bien éliminée, très bien, on gère très bien les excès. Alors, sur la vitamine C, j'ai un discours qui est un petit peu différent. C'est notamment le fait que la vitamine C, on la trouve assez fréquemment dans l'alimentation. D'ailleurs, c'est souvent, quand on fait un dosage biologique, le reflet d'une bonne alimentation parce qu'on va la trouver dans les fruits, dans les légumes, finalement dans des aliments qui sont régulièrement conseillés. On parle de manger 5 fruits et légumes par jour et en l'occurrence, si on respecte ce conseil relativement simple, eh bien, on arrive à avoir nos apports quotidiens en vitamine C. Par contre, quand on parle d'immunostimulation, ce que l'on peut faire dans cette période, dans des périodes hivernales ou éventuellement en cette période de pandémie, on peut recommander en plus une supplémentation pour maintenir des taux circulants un peu plus élevés. En tout cas, sans parler de la carence, du développement d'un scorbut, là on est vraiment sur des états de dénutrition avancés qui, Dieu merci, sont assez peu fréquents en France. On voit réapparaître des cas de scorbut, ce qui montre bien qu'on a dans une tranche de la population une dégradation du statut micronutritionnel, mais quelques signes d'insuffisance, donc des saignements faciles au niveau des gencives et du nez, au niveau de la peau sèche, ridée, rêche, rouge, susceptibilité aux hématomes, des blessures qui prennent plus de temps à guérir, des articulations enflées, endolories, plus susceptibles au rhume, à la grippe, au refroidissement de manière générale, et puis une fatigue générale ou un état d'humeur qui est plus faible. Donc des choses, vous voyez, qui tournent autour du collagène, du système immunitaire et des neurotransmetteurs, comme je vous l'expliquais précédemment. Alors pour revenir de manière plus concrète sur son rôle dans la stimulation du système immunitaire. On sait depuis très longtemps que la vitamine C stimule le système immunitaire. Je vais vous faire grâce de cette diapo que j'aurai plaisir à vous détailler dans d'autres contextes, notamment sur une formation un peu plus poussée. Mais globalement, la vitamine C a un impact assez fort sur le système immunitaire et sur toutes les cellules du système immunitaire. Alors, on n'a pas beaucoup de données sur vitamine C et la Covid. On en a en revanche beaucoup plus sur vitamine C et refroidissement hivernaux. En tout cas, je fais un petit clin d'œil et j'ai plaisir aussi de vous présenter voilà une étude du docteur Pinsmile. Donc le docteur Pinsmile est au CHU de Liège, grand spécialiste des antioxydants, et qui a fait une étude là publiée en tout début d'année sur les patients atteints de Covid en service de réanimation ou en salle banalisée au CHU de Liège, et il a pu montrer que chez ces patients, le déficit en vitamine C était très fréquent, 78% des patients étaient carencés en vitamine C, et d'autres marqueurs sont déséquilibrés, le sélénium, le glutathion, la myéloperoxydase, le rapport cuivre sur zinc, sans rentrer dans les détails de ces marqueurs un peu spécifiques, mais on voit bien que le statut antioxydant de ces patients n'est pas bon, donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, et ce qu'il a montré également, c'est que ces déséquilibres semblent durables, a priori, y compris chez des patients qu'on appelle maintenant Covid long, c'est-à-dire qui sont 1 mois, 2 mois, 3 mois après, avec encore des états de fatigue, des troubles cognitifs, etc. Et donc là, il y a une vraie interrogation, c'est trop tôt pour en tirer des conclusions, mais une vraie interrogation sur des supplémentations ciblées de certains antioxydants ou de certains micronutriments qui pourraient remonter le statut de ces patients et potentiellement, et vous noterez bien le conditionnel, potentiellement améliorer leur rémission et leur état de santé a posteriori. Vous êtes suivi par des centaines de personnes, Ludovic, sachez-le. Donc bonjour à Christelle, à Simone, à Valérie également, qui témoignent. Alors quelques questions, si vous le voulez bien, Ludovic, ou plutôt des confirmations peut-être. Par exemple, Simone demande vitamine C liposomale ou vitamine C classique?
C'est une très bonne question. Alors là encore, il y a beaucoup de débats. Moi, j'ai beaucoup étudié la vitamine C liposomale. On montre quand même, alors la vitamine C, le problème n'est pas sur l'absorption. C'est très bien absorbé, la vitamine C. En revanche, son élimination est tout aussi rapide que son absorption. Et on a montré que prendre 1 gramme de vitamine C, eh bien, 4 heures après, la concentration dans le sang était revenue à son état initial. En revanche, avec une vitamine C liposomale, l'effet est un petit peu plus durable, ce qui permet d'avoir eh bien une prise qui est potentiellement plus faible ou moins régulière de vitamine C pour avoir cette augmentation du taux sanguin et donc une protection qui est meilleure. Et donc de ce point de vue-là, la vitamine C liposomale est intéressante. Je terminerai par un point. On a montré dans toutes les études qu'une dose supérieure à 200 à 250 mg ne sert à rien. Il vaut mieux, quitte à prendre 1 gramme, que vous fassiez 4 fois 250 mg ou 3 fois 200 mg, peu importe, répartis correctement dans la journée, plutôt que de prendre 1 gramme le matin. Encore une fois, vous le prenez à 8 heures, à midi, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Exclamation de Christelle, et j'imagine que vous allez valider. Attention, dit-elle, prudence sur la vitamine C en pharmacie, privilégiez surtout la vitamine C naturelle. J'imagine que vous dites oui. Oui, je dis oui, effectivement. On a peu d'études en fait dessus, mais on sait très bien que dans une vitamine C naturelle, on a d'autres micronutriments, des polyphénols, des fibres, etc., qui modulent un peu l'absorption de la vitamine C, et de facto, on a vraisemblablement une meilleure assimilation. Même si les études sont ténues, on a quand même, ou peu nombreuses, on a quand même quelques indications qui privilégient un bénéfice à la consommation de ces vitamines C naturelles. Question de Chantal, peut-on prendre de la vitamine D à l'année? Ah, de la vitamine D ou de la vitamine C? On est bien d'accord là. Vitamine D à l'année. Oui. Pareil, une bonne question. Alors c'est peut-être un petit peu fastidieux de revenir en arrière, mais très clairement, il n'y a absolument aucun problème. Je veux vous montrer 2 choses. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est cette diapo que j'ai passée un peu rapidement. Voilà, elle est ici. Voyez, ici on est sur une population anglaise. Alors effectivement, ils ont moins d'ensoleillement qu'en France. Bon, et si on a des amis anglais, je leur fais un petit coucou, et si on a des amis canadiens, je leur fais aussi un petit coucou parce qu'ils sont tout aussi concernés par ce graphe. Et voyez ici. Ça, c'est le seuil de carence, la ligne rouge, le seuil d'insuffisance, la ligne jaune. Et voyez que il y a guère que fin de l'été que les taux repassent en fait dans la normale, dans la population. Donc c'est une population, vous voyez, c'est 7500 personnes âgées de 45 ans. On n'est pas sur des personnes qui sont en EHPAD ou etc., etc. Donc, vous voyez que la réponse, elle est sur ce graphe. La réponse est oui. Même si on a une amélioration l'été, on peut prendre tout au long de l'année de la vitamine D. Et je terminerai en fait par ce rapport de l'EFSA, l'autorité de santé européenne, l'agence de sécurité européenne des aliments, qui montre très bien qu'on a une sécurité forte sur la prise de vitamine D quotidienne. Et vous voyez que ici c'est l'apport maximal tolérable, celui qu'il ne faut pas dépasser pour éviter d'avoir un problème supplémentaire. C'est-à-dire que ça, c'est indépendamment de l'alimentation, pour lesquels les apports de toute façon sont très faibles, et indépendamment de l'exposition solaire. Et donc, là où il faut faire attention, c'est chez les enfants. Il peut y avoir des risques de dépassement. D'ailleurs, moi, mon conseil, c'est de ne pas dépasser 1000 unités par jour chez les moins de 10 ans. Et après, chez les plus de 10 ans, eh bien, vous pouvez monter jusqu'à 2000, voire 4000 unités sans risque de surdosage. Donc oui à la supplémentation annuelle et régulière, et oui du moment qu'on reste dans ces doses de sécurité. 2 petites choses pratiques. D'abord, pour nous, pour moi personnellement en tous les cas, 2000 unités UI, ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi? Dites-nous. Oui, alors pour les vitamines liposolubles,
parfois on a des taux de conversion dans l'organisme et parler en grammes, en milligrammes, en microgrammes, ça n'aurait pas de sens. Et donc c'est pour ça qu'on parle en unité internationale qui permet en fait d'éviter ces taux et ces facteurs de conversion. Et donc c'est pour ça ici que je vous ai mis l'équivalence. En fait, 1000 unités, ça équivaut à 25 microgrammes. C'est vrai que parfois vous trouvez les deux manières de présenter les choses. 1000 unités égale 25 microgrammes. Et puis il y a une question de Christine. Pour la vitamine D, on se promène au soleil ? Alors oui, on peut se promener au soleil, bien sûr. Alors en respectant aussi les consignes de base, éviter quand on est en plein été l'exposition entre midi et 16 heures parce que c'est là où on a les UV qui sont les plus agressifs et où on va créer un stress oxydatif qui potentiellement peut engendrer des dommages cellulaires. Et un quart d'heure d'exposition solaire équivaut à peu près à 10 000 unités de fabrication de vitamine D. Mais ça ne marche que globalement entre avril et octobre. À d'autres moments, là par exemple en ce moment le soleil est magnifique, mais l'indice UV est trop faible pour pouvoir générer et engendrer une synthèse de vitamine D. Et puis je terminerai sur l'exposition solaire qui est fondamentale, et après ça fait fonctionner nos neurotransmetteurs, la synthèse de la sérotonine dont je parlerai après. Donc tout ça c'est extrêmement bénéfique pour le fonctionnement du cerveau, mais il faut quand même potentiellement se méfier parce que si on est dans certaines conditions particulières, si on est âgé, on métabolise moins bien. Et je vous rappelle que la vitamine D dans l'organisme est fabriquée à partir du cholestérol. Vous savez que le cholestérol, bien souvent, on est sous hypocholestérolémiant et donc on a tendance à abaisser le cholestérol avec effectivement des risques cardiovasculaires qui sont associés. Mais là, en l'occurrence, quand on a un taux de cholestérol qui est trop bas, paradoxalement, on fabrique moins facilement de la vitamine D. Donc, vous voyez que l'exposition fonctionne très bien, mais elle fonctionne d'autant mieux qu'on est jeune, d'autant moins bien qu'on est âgé, malheureusement, comme plein de choses, de vous à moi. Merci beaucoup pour votre générosité, Ludovic. Merci pour toutes ces précisions. Poursuivons, si vous le voulez bien. Y a-t-il d'autres plantes, d'autres nutriments qui sont nécessaires pour renforcer encore une fois l'immunité? Oui, alors je vais passer rapidement là-dessus. Très clairement, on a d'autres études qui ont été réalisées. Je vous ai mis ici un petit tableau de synthèse par rapport à une publication qui a été faite en fin d'année dernière. Donc la vitamine D, je vous ai expliqué, prévention, réplication virale, modulation de l'inflammation, comorbidité. Donc ça c'est très bien. Par contre, sur les symptômes chez des patients déjà atteints, ça ne fonctionne pas. La vitamine A peut être assez intéressante avec des effets qui sont assez modestes. La vitamine C, on l'a vu en prévention. J'ai peut-être pas assez insisté dessus. Ça marche très bien. Et ensuite, sur les symptômes, l'intensité des symptômes, ça semble fonctionner de manière intéressante. Et ensuite, il y a les oligo-éléments antioxydants, que je vais appeler comme ça de manière assez impropre, mais c'est pas grave. Donc le sélénium et le zinc, qui là encore le zinc qui a été très conseillé ces derniers temps, où effectivement on sait que le zinc freine la réplication virale et donc c'est un nutriment qui est très conseillé à juste titre parce qu'il y a un certain nombre d'insuffisances en zinc qui sont très mal mises en évidence dans la population. Et puis enfin, n'oublions pas d'autres points. Donc les plantes, on a un certain nombre de plantes qui peuvent être protectrices, des plantes immunostimulantes. Je pense aux champignons, maïtake, shiitake. Je pense par exemple à l'échinacée, qui est une grande plante de l'immunité. Je pense également à l'astragale, etc., etc. Alors tout ça, bien sûr, il y a des débats. Faut-il prendre des plantes ou pas? Moi, mon parti, évidemment, en micronutrition, c'est plutôt oui. Attention avec la phytothérapie, il faut quand même encadrer tout ça. Il peut y avoir des cas de mésusage. N'oublions pas le sport. Si j'avais 2 heures de plus devant moi, je vous montrerai comment le sport améliore les états d'humeur et renforce l'immunité. C'est très net, ça agit au niveau du stress oxydatif, de la stimulation de l'immunité. Alors pas quand on vient de finir un exercice. Quand on a fini un exercice, on est fatigué et on risque de tomber malade plus facilement. C'est pour ça qu'on se couvre après l'effort, mais 2-3 jours après, on aura renforcé notre immunité et ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis enfin, le sommeil. Là aussi, le sommeil est fondamental parce que
quand on dort, on récupère, on recharge les batteries, mais on régénère ses cellules, son organisme et son système immunitaire. Et donc, quand on voit des Français qui, par anxiété, en fait, ont un sommeil qui se dégrade, eh bien, on comprend bien qu'ils vont, à terme, fragiliser leur immunité. Merci beaucoup. Question de Sonia. Que pensez-vous de vitamine D3 en gouttes plus vitamine C avec du magnésium en dose journalière? C'est très bien. Moi, ça me paraît être effectivement. D'ailleurs, en fait, Sonia a peut-être eu vent de ma diapo de conclusion. Peut-être que ça a fait. Donc, non, mais c'est très bien. Globalement, ce sont des nutriments. Alors, pourquoi je vous parle de ceci? Parce que ça fait partie des moins polémiques, des plus faciles à prendre. Bon, je sais bien qu'il y a un débat sur la supplémentation systématique en vitamine D, mais on a quand même des preuves de 2 points. Hein. C'est que non seulement il semblerait qu'elle soit efficace, et encore une fois, ça a un effet proactif au niveau de la santé des personnes. Ils ont l'impression de se prendre en main et à juste titre. Et puis, on sait très bien que c'est une vitamine dont les carences et les insuffisances sont très fréquentes et dont la zone de toxicité est très loin. C'est-à-dire que pour avoir une hypervitaminose D, il faut vraiment consommer des mégadoses, 10 000, 15 000 unités quotidiennement, ce qui est parfois conseillé. Mais alors là, il faut faire un dosage sanguin pour être sûr de ne pas être en hypervitaminose. Donc, je parle des adultes. Hein, je mets de côté les enfants où on l'a vu, il faut faire plus attention. Laura, basée en Grande-Bretagne et qui nous dit « Oui, nous manquons clairement de soleil ici. Laura, toutes nos amitiés. Et si on peut vous envoyer quelques rayons de soleil, franchement, on le fera bien volontiers. » Eliane Laure nous dit « Le zinc, vous demande, pardon, le zinc est-il à prendre en dehors des repas ?» Alors oui, c'est une très bonne question. Le zinc, comme tous les oligoéléments, peuvent beaucoup interagir avec l'alimentation, notamment avec les fibres, où il peut y avoir des complexes entre les fibres et les oligoéléments, avec les polyphénols qu'on va trouver dans les fruits et les légumes, où il peut y avoir des complexations, et ça, on le sait très bien, ça freine l'assimilation. Donc effectivement, un effet bénéfique à prendre du zinc en dehors des repas, comme de manière générale la quasi-totalité des oligo-éléments. Merci beaucoup. Et vous avez dit, enfin vous nous avez montré en début de propos, effectivement, une augmentation de l'anxiété, en tous les cas des chiffres qui montraient cette augmentation de l'anxiété chez les Français. Comment lutter naturellement contre cette anxiété? Oui. Alors ça, effectivement, le fait de prendre en charge son système immunitaire, hein, on est d'accord, c'est un premier moyen d'être proactif et donc d'avoir un effet, mine de rien, indirect sur l'anxiété. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de la micronutrition, hein, on va regarder ce qu'il y a sous le capot, et en l'occurrence, l'anxiété est entre autres provoquée par un déséquilibre en neurotransmetteurs. Alors pour mémoire, les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules qui sont naturellement fabriquées par le cerveau, qui permettent de moduler la conduction de l'influx nerveux, hein, c'est-à-dire la transmission d'informations au sein de notre cerveau, et en l'occurrence, donc on le voit aussi, pour les puristes, hein, vous voyez ici, ou les biologistes, on voit ici une synapse, et les petites boules rouges, c'est ça le neurotransmetteur qui vient se fixer sur son récepteur. Donc dans l'anxiété, le neurotransmetteur qui est impliqué, c'est le GABA. Le GABA, qui est notre anxiolytique naturel. Hein. On fabrique du GABA et ça va avoir un effet anxiolytique, donc anxiolytique, anti-stress, apaisant, tout ça au niveau physiologique, c'est globalement la même chose. Alors, ce GABA régule d'autres choses au niveau du système nerveux central. Par exemple, le sommeil. Vous voyez, pour s'endormir, il faut être dans un état calme. Hein, quand vous êtes en hypervigilance, quand vous êtes stressé, impossible de vous endormir, voire éventuellement, si vous vous endormez, vous vous réveillez la nuit avec le cerveau qui cogite. Ça, c'est votre GABA qui est trop faible. Vous n'avez pas un sommeil profond, apaisé, réparateur. Bon. Et puis, on a également un effet myorelaxant, c'est-à-dire les muscles vont se détendre, vont se relâcher. Voilà. Alors ça, avec des plantes, c'est un peu plus compliqué. Avec des médicaments aussi d'ailleurs. Par contre, on a un micronutriment, le magnésium, hein, qui est particulièrement efficace pour obtenir cet effet myorelaxant.
Donc ça, ce sont les grands rôles du GABA, notre anxiolytique naturel. Maintenant, on a quelques plantes qui peuvent être intéressantes. Une de mes préférées, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante indienne. Donc là, on est parti effectivement au voilà, en Inde avec toute la médecine ayurvédique. Son nom latin, c'est Withanea somnifera. Donc on comprend bien que c'est pas pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Voilà. Et elle a un rôle effectivement anxiolytique. Alors, anxiolytique, je le dis avec des guillemets, bien sûr, on retrouve pas la puissance d'un médicament. Par contre, on a des effets qui sont relativement intéressants et assez peu de contre-indications sur l'utilisation de cette plante, excepté peut-être les femmes enceintes et allaitantes, parce qu'on a peu d'études cliniques concernant ces populations un peu plus fragiles. Et vous voyez, on a ici une étude publiée en 2012 qui montre chez des patients consommant 2 fois par jour un extrait d'ashwagandha pendant 60 jours, une diminution du stress. Donc ce stress a été évalué par un certain nombre d'échelles de stress, ça c'est assez classique, où on voit bien entre le groupe ashwagandha et le groupe placebo des diminutions qui sont beaucoup plus importantes et significatives. Et puis là où on ne peut pas tricher, c'est évidemment sur le cortisol sanguin. Je vous rappelle que le cortisol, c'est notre hormone du stress, et on voit bien un abaissement assez net avec la supplémentation par de l'ashwagandha. Donc ça peut être une solution. Vous trouvez ça effectivement dans un certain nombre chez un certain nombre de distributeurs, des magasins bio, des pharmacies, parce que nombre de pharmacies, mine de rien, sont quand même très au point et très formées sur la phytothérapie. Bien évidemment des herboristes et puis des marques en ligne qui sont spécialisées dans la phytothérapie. Donc vous voyez que c'est une plante certes exotique, mais on arrive à la trouver quand même sans trop de difficultés. Alors faites attention, ici on est sur des extraits titrés, donc n'hésitez pas à bien lire les étiquettes pour savoir en fait quel type d'extrait nous avons. Je vous rappelle que c'est toute la difficulté des produits à base de plantes, c'est de réussir à les comparer. On peut avoir des qualités qui sont extrêmement variables, pas liées à la qualité forcément de la plante, mais au mode de préparation, au mode d'extraction, où on peut avoir des choses extrêmement variables. Merci Ludovic. Petite nouvelle de Laura, votre auditrice de Grande-Bretagne, qui vous dit que le soleil revient dimanche. On est heureux pour vous, Laura. Question multiple d'Eliane Laure. Alors, je commence par la première. Et si le zinc, en dehors des repas, donne la nausée, comment procéder? Alors, 2 choses. Premièrement, la nausée peut être éventuellement un signe d'intoxication au zinc. Donc, moi, ce que je conseillerais à cette auditrice, c'est potentiellement d'aller faire doser son zinc. J'aimerais avoir la certitude qu'elle en a bien besoin. C'est généralement un dosage qui n'est pas remboursé, mais c'est un dosage qui est relativement abordable. On parle d'une dizaine, d'une vingtaine d'euros à vérifier. Je suis pas pro sur les dosages biologiques, mais rien ne l'empêche d'aller dans un laboratoire d'analyse et de faire doser son zinc. Deuxième hypothèse, c'est pas du tout un problème de surdosage, c'est un problème d'assimilation. Et souvent, là où il faut être vigilant, c'est sur la forme de zinc qui est proposée. En gros, on a plusieurs formes. Pour chaque oligo-élément, vous pouvez avoir plusieurs formes, plusieurs sels, dirais-je. On peut avoir des formes relativement mal absorbées. Je pense notamment aux oxydes et aux sulfates de zinc. Des formes un petit peu mieux absorbées comme le gluconate de zinc et des formes très bien absorbées, notamment comme le bisglycinate de zinc. Donc, regardez bien quel est le type de zinc proposé, la dose proposée. Moi, ce que je pourrais vous conseiller dans un premier temps, c'est d'essayer de vous tourner vers 10
à 15 mg de bisglycinate de zinc. Donc désolé, le terme est un peu compliqué. Bis pour 2, glycinate pour glycine et de zinc. Donc c'est une forme liée, une forme complexée, une forme chélatée. Ces formes sont beaucoup mieux absorbées et du coup, ça peut effectivement fortement améliorer les troubles digestifs. Question de Pascal, doit-on prendre ensemble ou séparément le zinc et le cuivre? Alors, moi je vous conseille très fortement de les prendre en séparé. Il faut savoir que le zinc, le fer, le cuivre font très mauvais ménage ensemble. D'ailleurs, quand vous avez un produit type multivitamine qui contiennent les 2 ou les 3, je trouve que c'est le signe d'un mauvais produit ou de quelqu'un qui a formulé avec une mauvaise connaissance des processus d'assimilation. Tout simplement parce que ce petit monde passe par le même récepteur et les oligothérapeutes vous le diront, on a, et c'est très bien démontré sur modèle cellulaire, on a un antagonisme d'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous avez du cuivre et du zinc, ou du fer et du zinc, l'organisme va absorber soit le fer, soit le cuivre, soit le zinc, mais clairement pas les deux. Donc ça veut pas dire, si vous avez besoin des deux, ça veut dire qu'il faut impérativement séparer les prises. Par exemple, le zinc le matin et votre fer le soir. Merci beaucoup. Dernier point, peut-on considérer l'apport en fer comme conseillé afin de renforcer son immunité, notamment contre la Covid en cas de carence? C'est juste. Alors, effectivement, je n'en ai pas parlé. Le fer est aussi un des oligo-éléments réputés, comme le cuivre, réputé et très bien connu pour augmenter l'immunité. Aucune ambiguïté là-dessus, ça fonctionne très bien. Par contre, le fer, comme le cuivre, sont des oligo-éléments qui, à forte dose, deviennent pro-oxydants, c'est-à-dire qu'ils abîment les tissus, notamment le foie. On connaît, et je peux citer, une maladie qui s'appelle l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est une maladie génétique qui engendre une surcharge en fer et ça provoque une augmentation forte du risque de cancer du foie. Donc, le lien entre trop forte dose de cuivre ou de fer et troubles divers et variés et risques de stress oxydatif est également très bien noté. Donc, par rapport au fer et au cuivre, aucun problème pour faire une supplémentation, mais il faut que celle-ci soit absolument nécessaire. C'est-à-dire, il faut faire une prise de sang, il faut vérifier sa ferritine, il faut vérifier ses marqueurs sanguins, le fer libre, etc., etc. Et sur la base de cette prise de sang que le médecin peut vous prescrire et là vous serez remboursé, alors envisagez une supplémentation. Mais s'il vous plaît, ne vous supplémentez pas en fer ou en cuivre quand vous n'avez pas la certitude de la nécessité. Vous voyez que mon discours est très différent de la vitamine C ou de la vitamine D où là je vous dis mais allez-y, de toute façon vous ne craignez rien. Sur le fer, sur le cuivre, il faut absolument avoir une nécessité de le faire. Merci beaucoup. Eliane Laure, vous savez, vous avez répondu à sa question concernant le zinc et l'absorption de zinc où elle dit mais ça me donnait des nausées. Elle vous remercie infiniment, Ludovic, sachez-le. Vous sur la planche que vous nous proposez là, donc j'imagine, ce sont autant de plantes qui peuvent augmenter le dosage en GABA. Exactement, qui peuvent agir sur notre anxiété. Donc, je voulais pas vous parler que de l'ashwagandha ce soir. J'avais envie de vous présenter également d'autres plantes, donc des plantes très connues de la phytothérapie. Et en réalité, toutes ces plantes ont un effet sur le GABA et sur cet axe anxiolytique, donc la passiflore, la valériane, le houblon. Vous faites juste attention avec le houblon, il y a un effet phytoœstrogénique, donc si vous avez eu un antécédent ou un risque de cancer hormonodépendant, vous prenez pas du houblon, sans encadrement. Je peux citer également l'escoldia, qu'on appelle parfois le pavot californien. Ça ressemble à un coquelicot orange, pour faire simple. La rhodiole, qui est aussi une très belle plante anti-stress. La mélisse, très connue, utilisable chez les enfants, et donc de ce point de vue-là, la mélisse peut être intéressante. La lavande, excusez-moi, que vous connaissez peut-être.
en aromathérapie. Et puis, je vous dis un petit mot aussi parce que on a une plante dont on entend de plus en plus parler, c'est le cannabis, et notamment avec certains extraits de cannabis qui sont titrés en CBD. Alors là, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Vous savez qu'il y a dans le cannabis 2 principes actifs majoritaires ou principaux. Le THC qui a les effets psychotropes que l'on connaît du cannabis, et ensuite le CBD qui a des effets plus anxiolytiques, relaxants, antidouleurs, myorelaxants. Et donc, on commence à trouver sur le marché des huiles titrées en CBD dans des indications. Alors, c'est encore un peu limite, quoique le CBD n'est plus du tout classé comme stupéfiant. Hein, au niveau européen et au niveau français, les tribunaux ont tranché, donc je ne vous parle pas et je ne vous incite pas à consommer une substance stupéfiante ce soir, on est bien d'accord. Donc il y a encore un vide juridique qui va se combler d'ici les 18 à 24 mois à venir. En tout cas, on commence à trouver des extraits titrés en CBD pour diminuer l'anxiété. Et puis n'oublions pas les nutriments, par exemple le magnésium et la vitamine B6 qui sont particulièrement intéressants. Merci beaucoup. Sur les troubles de l'humeur, parce qu'effectivement, dans les temps que nous vivons, parfois, je l'ai dit tout à l'heure, on peut être enthousiaste et optimiste, et puis on se prend une douche froide. Il peut y avoir là aussi des variations importantes. Est-ce qu'il y a des micronutriments qui peuvent nous aider à stabiliser tout cela? Oui. Alors, on a moins de choses. Alors, juste un point. On parle de troubles de l'humeur, mais on le voit bien dans les données de Coviprev, on a une augmentation des personnes dépressives. Je vous rappelle au passage que la dépression, c'est pas un trouble, c'est une maladie, et une maladie mortelle. C'est-à-dire qu'une des conséquences de la dépression, chez certaines personnes, bien sûr, c'est une tentative de suicide, voire éventuellement le suicide. Donc en fait, je voudrais qu'on ne plaisante pas avec la dépression et qu'on ne confonde pas les choses. Je me permets ici de vous mettre le diagnostic de la dépression, le DSM-V5, enfin extrait du DSM-V5, qui est le livre de référence des maladies psychiatriques et des troubles mentaux, pas pour que vous fassiez un autodiagnostic, on n'est pas là pour se substituer au rôle du médecin, c'est juste pour avoir dans notre champ de conscience ce qu'est la dépression et d'être vigilant si un de nos proches présente effectivement ce tableau clinique pour l'orienter vers le bon professionnel de santé. C'est vraiment ça mon propos au travers de cette planche. Et donc, je vous rappelle que le diagnostic de la dépression se fait notamment quand on a 5 des 9 troubles suivants au minimum, sur au moins 2 semaines, donc humeur dépressive, l'anédonie, je vous rappelle, c'est ne plus aimer les choses qu'on aime habituellement, les variations de poids, les troubles du sommeil, les troubles du comportement, la fatigue, le sentiment de dévalorisation, les troubles de la prise de décision et les tendances suicidaires. Donc ça, soyez vigilants par rapport à ça, mais on peut très bien avoir par exemple 3 des 9 items, du coup on n'est pas médicalement dépressif, mais vous voyez bien que sur le plan des troubles de l'humeur, ça va pas fort et il y a des choses à potentialiser. Bon. Alors la sérotonine, parce que cette fois-ci, c'est le neurotransmetteur qui est impliqué directement dans les troubles de l'humeur, c'est un neurotransmetteur qui est rempli de nombreuses fonctions dans l'organisme. Évidemment, c'est le curseur entre agressivité, tempérance, entre joie et tristesse, mais c'est également d'autres choses comme notre sommeil, notre régulation de notre libido et de notre comportement sexuel, la prise alimentaire, le fait de grignoter ou pas grignoter, la température corporelle et la gestion ou la régulation de la douleur. Donc vous voyez que la sérotonine a des rôles multiples dans l'organisme. Mais quand on est avec des troubles de l'humeur, eh bien souvent la sérotonine baisse, ce qui engendre ces différentes symptomatiques dont on parlait précédemment ou ces différents troubles dont on parlait précédemment. Alors au passage, ça c'est une approche très années 70 que je viens de vous présenter. Parce qu'en réalité, on a compris aujourd'hui que la dépression, les troubles de l'humeur, c'était beaucoup plus en réalité qu'un simple déficit en sérotonine. Il peut y avoir d'autres
conditions physiologiques qui peuvent entraîner des états anxieux et dépressifs. Par exemple, des troubles nutritionnels et micronutritionnels. On a parlé par exemple de la B6 et du magnésium. Ça, c'est fondamental et ça peut entretenir une dépression ou des troubles de l'humeur. Des troubles fonctionnels, alors ça c'est un peu technique, mais la neuroinflammation ou le stress oxydant, ça, ce sont des points qui entretiennent les états anxieux, les états dépressifs. Et puis enfin, des troubles systémiques, le stress prolongé engendre des états dépressifs. On le voit bien chez des personnes qui sont en burn-out. En ce moment, le personnel soignant, de manière générale, des gens qui ont une charge de travail très importante. C'est du stress d'abord, et ensuite c'est de l'épuisement et de la dépression. Et puis enfin, on sait bien également en micronutrition que le microbiote, vous savez, l'ensemble des micro-organismes que l'on a dans nos intestins, est directement lié également à nos états d'humeur. C'est de plus en plus documenté, et ça, c'est toutes les magnifiques recherches sur l'axe cerveau-intestin. Voilà que dans les e-learning, je vous présente, et puis dans les webinaires passés aussi, j'ai eu le plaisir de vous présenter. Alors là, si on veut être un peu plus concret, maintenant que j'ai brossé un peu un tableau physiopathologique des choses, plusieurs plantes peuvent être utilisées. Ma chouchoute, mon chouchou, c'est le safran, Crocus sativus. Donc c'est une plante qui pousse sur le pourtour méditerranéen et au Moyen-Orient, traditionnelle de la pharmacopée perse. Les plus beaux extraits de safran viennent d'Iran, c'est sur les hauts plateaux du Khorassan, c'est là vraiment que on a les plus beaux safrans. C'est une plante qui a été extrêmement étudiée depuis ces 20 dernières années. Le gros avantage par rapport à toutes les autres plantes, je vais vous en dire un petit mot, des autres plantes et nutriments, c'est le fait qu'elle présente très peu d'interactions médicamenteuses. Donc c'est vraiment une plante un peu tout terrain que l'on peut prendre en première intention très facilement, et avec finalement assez peu de supervision par un professionnel de santé, même si je vous invite à être encadré par un professionnel de santé pour la micronutrition. La seule contre-indication, alors là, qui est assez ferme, c'est sur les femmes enceintes et allaitantes. On a vraiment, femmes enceintes, allaitantes on pourrait, mais femmes enceintes, on a un effet sur les muscles utérins. C'est un utérotonique, donc il faut absolument ne pas prendre du safran chez les femmes enceintes. Bon, et donc on a des études très intéressantes. Je vous ai ici, c'est pas la plus impressionnante, mais c'est une des plus anciennes. Vous voyez, un tout petit groupe, c'était une préétude, donc 2 fois 20 personnes, une groupe traité par un extrait de safran, un groupe traité par placebo pendant 6 semaines, un extrait de safran 30 mg par jour, extrait titré à 2% safranal. Désolé pour la technique, mais c'est globalement la norme du marché. Et vous voyez que on avait un effet qui était largement supérieur au placebo, donc on prenait des personnes qui étaient en dépression légère ici, et à la fin de l'étude, ces personnes, on a une nette correction ici, et vous voyez que dès 2 semaines, on a un effet qui est significatif. Et donc ça, c'est très intéressant parce que les effets sont rapides. Cet effet et cette sensation de lâcher prise que l'on a avec le safran qui est particulièrement intéressante. Merci beaucoup. Dernière question, si vous le voulez bien. Quels sont finalement les conseils à retenir dans tout ce que vous nous avez dit? Parce que je reprends, vitamine D, à l'année, avez-vous dit, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vitamine, attention, ce sont des effets réduits dans le temps, même à haute dose. Ici, il vaut mieux être sur le naturel. Nutriments pour augmenter pour lutter contre l'anxiété, vous avez dit attention, ça c'est le GABA, vous nous avez présenté beaucoup de plantes, entre autres, j'ai bien retenu le ginseng indien, c'est ça. Parfait, et puis ensuite, vous voyez que je suis quand même, et puis enfin les troubles de l'humeur, vous avez dit attention, c'est la sérotonine qui est ici en cause, mais pour agir sur la sérotonine, vous avez dit ça c'est les années 70, attention, les connaissances ont progressé. Bon, conseils généraux, allons-y. Alors, je vais reprendre ni plus ni moins que ce que l'on trouve sur le site de l'OMS.
Dans un premier temps, puis vous verrez, je vais vous donner des choses un peu plus personnalisées sur la diapo juste après. Maintenir une routine quotidienne, c'est-à-dire en fait garder un rythme de vie, un bon équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, dans un sens comme dans l'autre. On voit qu'on a des gens qui décrochent complètement du pro en fait, qui n'arrivent pas avec le télétravail, ou des étudiants également qui n'arrivent pas du tout, parce qu'on n'a pas parlé des étudiants, ils sont moins à risque de mortalité. Par contre, en termes d'état de déprime, je ne vous ai pas présenté ces données, mais chez les jeunes populations, on a des chiffres qui sont beaucoup plus alarmants que dans les populations adultes. Voilà. Et puis à l'inverse, des gens qui se noient dans le travail, et donc là, attention à maintenir un bon équilibre et à maintenir des activités plaisantes, activités au pluriel, pas comme c'est mentionné sur la diapo. On a le droit d'en avoir plusieurs, on a même l'obligation d'en avoir plusieurs. Il faut mettre un peu de peps quand même dans une période où c'est évidemment compliqué. Si on aime les sports en salle, par exemple, on est effectivement très malheureux en ce moment, et il faut trouver des moyens de compensation, si possible pas par des psychotropes, comme on l'a vu au début. Ensuite, minimiser le flux d'informations. Ça, c'est l'OMS qui le dit. C'est ne pas regarder ces chiffres. Alors, j'ai commencé moi aussi par des chiffres parce que j'avais besoin de planter le décor. Mais vous voyez, j'ai envie de donner un peu d'espoir. Il y a des choses à faire avec des plantes, avec des nutriments. Soyons proactifs là-dessus. Et donc, minimiser le flux d'informations. Ne soyons pas... Alors, 31 millions de Français étaient devant leur poste de télévision hier. Donc, bien sûr, il y a des informations qu'il faut regarder. Mais une fois que tout est dit et que la locution est terminée, on n'a pas besoin de rester des dizaines d'heures devant son poste. Ça crée des états anxieux qui sont évidents. Garder des contacts sociaux, même distants. Alors bien sûr, je vous dis pas de vous réunir en fête sauvage à 80 en fait dans une arrière-boutique ou dans une sous-cave. Non, c'est gardons de l'interaction. On a besoin de parler, on a besoin de se parler entre adultes, on a besoin d'échanger. Et c'est vrai que la limitation des contacts et de la distanciation physique engendre également une distanciation sociale qui est préjudiciable pour les troubles de l'humeur. Limiter la consommation de drogue et d'alcool, dont on a vu qu'elles étaient en augmentation, et ne pas surconsommer du temps d'écran, réseaux sociaux, jeux vidéo. Alors tout ça c'est facile, mais effectivement on sait que ça nuit par exemple au sommeil. Les ondes bleues des écrans, c'est des choses qui sont maintes et maintes fois dites. Donc essayons de garder au maximum des choses qui sont dans une forme de normalité. Je sais bien que c'est très compliqué. Bon. Et puis, bien sûr, on peut avoir des conseils beaucoup plus ad hoc. Alors, voyez ici, en micronutrition, on a tendance à appeler ça une approche intégrée ou intégrative. Qu'est-ce que ça veut dire cette dénomination? C'est bien pas finalement simplement de la supplémentation. La supplémentation, c'est utile parfois, mais c'est extrêmement réducteur par rapport à une prise en charge micronutritionnelle. Il y a 3 segments qu'il faut respecter. Premièrement, et c'était toute notre introduction, c'est notre alimentation. Il faut essayer de focaliser sur une alimentation antioxydante et anti-inflammatoire. C'est pas simplement valable pour l'immunité et les troubles de l'humeur, c'est valable pour tout. Le vieillissement de l'organisme, la fatigue, le risque de développement de maladies cardiovasculaires ou de problèmes plus importants comme le cancer, etc., etc. On sait qu'une alimentation antioxydante et anti-inflammatoire, c'est la base. Donc, la consommation de fruits, la consommation de légumes, la consommation d'antioxydants. Je vous rappelle qu'un antioxydant, c'est facile à voir. Les aliments qui sont riches en antioxydants sont colorés. C'est les myrtilles, c'est la pêche, c'est la pastèque. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire un dosage précis. C'est la tomate. Un enfant peut comprendre qu'en fait, s'il a une assiette colorée, il a une assiette qui est antioxydante. Oui, le jambon, ça marche moins. On est d'accord. C'est rose, mais ça compte pas le rose. Enfin, pas celui-là. Les oméga 3 aussi hyper importants. Donc dans les fruits à coque, les noix, les amandes, les poissons gras qui sont fondamentaux pour le fonctionnement du cerveau. Et puis éviter tout ce qui est pro-oxydant, donc alcool, sucre rapide, donc tout ce qui a un goût sucré très fort et les édulcorants, ça va pas. Enfin, c'est moins pire, mais à peine moins. Et puis tout ce qui est graisse saturée, les fritures, tout ce qui est cuit à haute température, ça c'est vraiment pro-oxydant. Ça améliore. Enfin,
ça fait vieillir, le cerveau plus rapidement, et donc ça c'est des problèmes anxieux réguliers. Vous n'imaginez pas le nombre d'ados et de jeunes adultes qui ont des alimentations extrêmement pro-occidentes, qui viennent et qui sont mais avec des troubles de l'humeur récurrents et très importants. Bon. Donc ça, c'est l'alimentation. Le deuxième point, c'est l'activité physique par jour. Alors là, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais que disent les différentes recommandations? 30 minutes par jour, ou 3 heures par semaine, ou 10 000 pas, et en fait, on a tous nos téléphones qui traînent par là et qui sont capables de monitorer notre nombre de pas, nos montres connectées. Moi, je suis à l'ancienne, j'aime bien les... Je suis à la clepsydre, donc... Voilà, exactement. Donc, c'est des choses simples. Après, si ça peut être plus, ça ne peut être que mieux. Mais encore une fois, le sport renforce notre immunité, le sport diminue nos états anxieux. Si j'avais 2 heures de plus, je vous expliquerais comment le sport fait pénétrer du tryptophane qui favorise la synthèse de la sérotonine. C'est fondamental à l'effort, ça améliore les états d'humeur. Et puis ensuite, la supplémentation. Donc là, j'ai essayé de vous faire quelque chose de très court, d'essayer de cibler les basiques. On est d'accord qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être très intéressantes. C'est notamment la vitamine D, donc 1000 à 4000 unités par jour en fonction de l'âge de la personne, du statut. Je vous rappelle que l'alimentation apporte très très peu de vitamine D. Couvrir les besoins de 1000 unités par jour, ça veut dire manger une dinde de saumon tous les jours, ce qui dans la pratique n'est pas possible. Vous avez l'omelette avec 20 œufs également qui peut être envisagé, mais là, il faut vraiment avoir une grosse faim, on est d'accord. Le magnésium, 200 à 300 mg par jour pour diminuer le stress, diminuer l'anxiété et également jouer un petit peu sur l'immunité. La vitamine C, je la mets pas ici parce que une bonne alimentation normalement doit subvenir aux besoins en vitamine C. Par contre, si vous êtes un peu fragile, envisagez une supplémentation. Je vous ai donné les conseils. 200 mg sous forme liposomale, par exemple, ou naturelle, donc acérola, hibiscus, etc. 2-3 fois par jour, en tout cas, espacer les prises. Et puis, au niveau des plantes, donc stress, anxiété, ashwagandha, par exemple, donc ginseng indien, effectivement, c'est peut-être plus facile à retenir parce que ashwagandha, on a l'impression qu'on éternue un peu, quand même, donc en le disant. Donc 300 à 600 mg par jour d'extrait titré et ou du safran. Donc là, on est plus effectivement sur des troubles de l'humeur, des états dépressifs légers, 30 à 60 mg par jour d'extrait titré. Avec des effets qui sont somme toute intéressants, mais encore une fois, si vous avez des troubles anxieux, des troubles dépressifs qui durent dans le temps, alors dans le temps, c'est au bout de 4 à 6 semaines, allez, s'il vous plaît, consulter un professionnel de santé. On ne s'automédique pas, même avec des nutriments et des phytonutriments efficaces. Ad vitam aeternam, c'est important, en l'occurrence, d'avoir l'avis d'un professionnel de santé à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, Ludovic, pour votre générosité. Merci beaucoup à vous tous qui avez alimenté le chat avec vos réflexions, etc. Vous comprenez bien. Et Laurence, et Christelle, Annie, Adèle, Valérie, Sonia, que nous ne pouvons pas reprendre l'ensemble de vos réflexions ou de vos questions. Bien sûr, il y aura un replay. Alors, pour aller plus loin, Ludovic, ce que vous proposez, c'est un pack intitulé La micronutrition, concepts fondamentaux, et à l'intérieur de ce pack, on a, dites-moi, 5 chapitres extraordinaires, si je comprends bien, 5 modules formidables, introduction à la micronutrition. Bien, c'est pratiquement ce que vous venez de faire ici déjà, mais j'imagine qu'on va beaucoup plus loin. Écosystème intestinal et axe immunodigestif, vous en avez dit 2 mots, simplement, pratiquement en parlant du macrobiote, vous avez simplement dit que ça existait, mais alors c'est notre deuxième cerveau, c'est extraordinaire.
Cerveau et neurotransmetteurs. Alors là-dessus, j'aimerais, si vous le voulez bien, quelques explications. Cerveau et neurotransmetteurs. Oui, alors l'objectif de ce cours, d'ailleurs, je vous ai fait finalement un petit teasing de ce module en particulier, traite véritablement des déséquilibres en neurotransmetteurs et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau comportemental, troubles de l'humeur, fatigue, état dépressif, anxiété, mauvaise gestion du stress. Et puis, on a dans ce module également un chapitre concernant la prise en charge du stress, parce qu'on sait très bien que les états de stress récurrents sont de plus en plus fréquents, avec des personnes qui sont en épuisement, en limite burn-out, voire en burn-out. Et donc, on essaye de bien comprendre la physiologie du cerveau, la physiologie de l'ensemble de l'organisme, avec cet axe cerveau-intestin et ces conditions environnementales qui sont favorisantes, pour véritablement envisager des supplémentations qui sont vraiment personnalisées, personnalisables et vraiment ciblées en fonction du contexte physiologique du patient. Donc vraiment, l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin et d'ailleurs au passage, de manière générale, dans l'ensemble des modules que vous citiez, l'objectif est pas simplement de vous lister des plantes et des doses, même si évidemment c'est inclus dans les recommandations et dans les conclusions, mais l'idée c'est que vous compreniez véritablement comment fonctionnent les choses pour ensuite, parce que quand on comprend comment ça marche, on sait ensuite très bien l'utiliser et le conseiller. Deux autres chapitres encore, il y a aussi l'inflammation et le système cardio-métabolique, et enfin le stress oxydatif. Alors, vous avez bien compris qu'il s'agit là véritablement d'une encyclopédie pratique du bien vivre avec ces micronutriments, et que vous allez pouvoir veiller non seulement sur votre système immunitaire, mais plus généralement sur les troubles de l'humeur, sur votre enthousiasme, sur votre façon de vivre, sur quelque chose finalement de très très sain. Le prix, avec, vous le savez, toujours une offre promotionnelle qui est faite par Bibouda, ici par Ludovic, 717 €. Alors sachez que 717 €, c'est 40% de réduction. 717 € au lieu de 1195 € en prix plein. C'est une offre exceptionnelle et elle dure jusqu'au 4 avril prochain. Je reprends. Vous avez bien vu qu'il s'agissait ici de tous les micronutriments. Ludovic vous a dit, vous allez avoir dans ce pack sur les nutriments à la fois l'explication des mécanismes. Donc, on travaille en profondeur. Une fois que vous avez l'explication des mécanismes, il s'agit évidemment d'avoir les dosages et des dosages personnalisés en fonction de ce que vous êtes véritablement et également de tout votre écosystème, c'est-à-dire de vos habitudes, grande sportive, un grand sportif, que sais-je, etc. Le prix, moins 40% jusqu'au 4 avril prochain, dimanche soir, minuit, 717 € au lieu de 1195 € en prix plein. Et j'ajoute, 717 €, paiement possible en 3 fois, valable jusque dimanche 4 avril. Ludovic, merci beaucoup, vraiment. Passionnant, intéressant, tout le monde s'y retrouve. La preuve, l'ensemble des personnes qui vous ont suivi ont témoigné, alors impossible bien sûr de reprendre l'ensemble de vos témoignages, ont commenté, ont ajouté. Il y a peut-être une chose que j'ai oublié de vous dire, Ludovic, on a enquêté. Vous avez des auditrices qui ont enquêté sur la citation de départ que vous avez attribuée à Louis Pasteur. Et d'après leurs enquêtes, il semble que ce ne soit pas Louis Pasteur qui soit à l'origine de cette citation, mais un autre personnage. J'en ai oublié le nom et je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses sur cet oubli. Néanmoins, cela veut dire ceci. D'abord, vous êtes suivi. Deuxièmement, je vais pas dire contrôlé, mais avec passion en tous les cas, vous êtes accompagné. Et il s'agira pour chacun d'entre nous d'aller vérifier effectivement si c'est bien Pasteur ou si c'est un autre personnage qui a dit cela. Mais franchement, merci beaucoup Ludovic pour l'ensemble de ce programme, déjà de ce pack en question et de tout ce que vous nous avez dit ce soir et qui peut contribuer effectivement, n'oublions pas, à augmenter notre qualité de vie de façon générale et plus particulièrement notre système immunitaire, et ça c'est le bienvenu.
Merci. Merci. Merci Thierry, merci à vous tous pour votre présence et merci effectivement pour relever les petites erreurs. C'est comme ça qu'on progresse et donc j'irai aussi de mon côté vérifier pour changer cette diapo le cas échéant. Merci à vous tous. Merci Ludovic. Et bonne soirée, merci. À bientôt. Soyez fidèles à Bibouda. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur Bibouda. À bientôt. Bonne soirée.